Bonjour tout le monde. Encore une fois, Alex Mégelas du Bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia. Et Hermine Ortega, coordinatrice au pôle des pratiques au bâtiment 7. Donc, bienvenue au webinaire intitulé l'Université au service de la mobilisation citoyenne, une présentation d'une collaboration entre l'Université Concordia et le bâtiment 7. Donc, un aperçu rapide de ce qu'on va couvrir. Donc, premièrement, on va commencer par vous présenter le Bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia, sa mission et ses programmes, et ce que j'y fais exactement, et ce qui nous a finalement amené à créer un lien avec le bâtiment 7. On va vous présenter une historique du bâtiment 7 et de son émergence d'une volonté citoyenne du quartier Pointe-Saint-Charles. Ensuite, pour parler de la programmation citoyenne qu'on retrouve au sein du bâtiment 7, avec une emphase sur le quartier qui entoure le projet. Et puis finalement, on va vous présenter le modèle, la collaboration entre l'université et le bâtiment 7. Donc, ce qui nous a amené à travailler ensemble, les projets qui en émergent, et puis les valeurs et les balises seulement qui entourent et qui informent ce travail-là. Donc, le Bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia existe pour finalement créer des liens entre l'université, ses chercheurs, ses étudiants, ses programmes et le Montréal à qui nous appartenons comme institution publique. Donc, nous faisons ce travail-là par le biais de programmes, de projets de recherche, d'initiatives d'implication étudiante qui gravitent autour de la mobilisation citoyenne, de l'action communautaire autonome, et puis d'instances locales autonomes. Donc, nous sommes une petite équipe qui, dans la structure de Concordia, en fait, va maintenant être attribuée au bureau du provost de l'université. Donc, nous sommes une équipe de 7 personnes sous la direction de notre directrice Charmaine Lynn. Et nous avons plusieurs programmes, donc qui incluent l'Université Autrement dans les cafés, un programme d'éducation populaire, une série d'échanges sur la recherche en action communautaire, que nous appelons la série Living Knowledge. Je travaille en ce moment pour appuyer l'émergence d'un réseau en recherche-action communautaire dans le quartier de Parc Extension, le quartier au nord de Montréal. Nous avons des prix qui sont attribués sur une base régulière pour reconnaître l'engagement au sein de la recherche. Nous sommes chargés de coordonner la collection d'art public de l'Université Concordia sur ces 2 campus universitaires, donc au centre-ville et puis au campus de Loyola. Nous sommes aussi responsables d'un projet de restitution d'œuvres artistiques reliées à la collection Max Stern. Nous avons plusieurs projets qui sont élaborés à travers une perspective de réconciliation avec les populations autochtones québécoises et canadiennes. Un projet qui émerge de cette volonté-là s'est présenté récemment, c'est-à-dire une conférence sur l'entrepreneuriat jeunesse autochtone qui s'appelle Startup Nations. Récemment, nous avons conclu un autre projet d'envergure sur des défis en accessibilité dans le contexte urbain de Montréal. Et nous tenons une présence fixe au bâtiment 7 que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, l'historique du bâtiment 7, pour présenter ça de manière globale, émerge vraiment d'un contexte du quartier Pointe-Saint-Charles, qui est un quartier qu'on pourrait qualifier un quartier militant, un quartier où l'action communautaire fait partie des activités qui entourent le bâtiment 7. Donc, c'est un quartier où on retrouve une grande culture de projets coopératifs, de projets en action communautaire. Alors, il y a une grande culture de logement coopératif. Nous avons à
Pointe-Saint-Charles une clinique communautaire qui est historiquement très importante dans le contexte de l'offre de la santé publique au Québec. Et nous avons plusieurs instances locales et citoyennes qui militent sur une base récurrente. Le militantisme du quartier de Pointe-Saint-Charles est en fait ne peut être dissocié de l'historique du bâtiment 7. Et c'est finalement ce militantisme qui a pu finalement bloquer l'arrivée d'un casino à Pointe-Saint-Charles en 2006. Donc, qui émergeait de la volonté de Guy Laliberté, du Cercle du Soleil, à ce moment-là, qui voulait faire venir un casino à Pointe-Saint-Charles. Donc, les instances citoyennes locales se sont regroupées, ont poussé et ont eu un succès finalement à bloquer l'entrée de ce casino-là. Ce que je trouve unique et important de souligner, c'est que finalement, à l'encontre parfois de certaines luttes citoyennes qui se dispersent suite à un succès, la lutte contre le casino s'est transformée. C'est transformé finalement en la création d'une volonté alternative à ce qui était proposé par le projet du casino. Et dans le cadre du bâtiment, ça s'est transformé vers l'élaboration d'une volonté de voir à Pointe-Saint-Charles un centre social autogéré, donc émergent d'un modèle européen où des acteurs communautaires se regroupent autour de sites qui sont réclamés, qui sont appropriés, afin de pouvoir offrir une programmation publique. Et donc, il y a plusieurs militants du quartier qui, à ce moment-là, ont décidé de lancer un centre social autogéré dans un espace non utilisé, vacant de Pointe-Saint-Charles. C'est une initiative qui a été à laquelle la Ville a eu une réponse agressive et immédiate avec une présence policière là, face à ces instances-là qui ont empêché qu'elle poursuive dans la manière où elle avait été envisagée. Mais par exemple, ce qu'on revoit encore une fois, c'est cette capacité de la volonté citoyenne de Pointe-Saint-Charles et sa capacité d'endurer au-delà de cette présumée fin à l'initiative du Centre social autogéré. Donc, on retrouve, suite au projet du Centre social autogéré, une transformation de cette volonté citoyenne qui commence maintenant à intégrer des instances communautaires plus fixes à Pointe-Saint-Charles, dont la table de concertation locale, la table de concertation Action Gardien, et de commencer à collaborer finalement avec des acteurs de l'action communautaire de Pointe-Saint-Charles. Et ça a amené à un processus revendicateur sur des espaces qu'on retrouve sur d'anciens terrains qui appartenaient à CN, la compagnie nationale de train au Canada, qui n'étaient plus utilisés et qui ont été cédés à un développeur pour promouvoir l'émergence de projets d'habitation. Et donc, par rapport à cette cession à un développeur de grand terrain, il y a eu cette émergence d'une demande qu'une partie de ces terrains-là devait être vouée à une utilisation collective communautaire du quartier. Et donc, c'est ce qui a amené finalement à la création du collectif C'est à nous, un collectif incorporé comme organisme communautaire, dont le but finalement était de lutter, de coordonner l'obtention d'un lieu pour le bâtiment. Finalement, site qui a été obtenu en 2012, où le développeur finalement a cédé ses droits d'exploitation sur un site de 90 000 pieds carrés, incluant une bâtisse comme telle, et puis d'autres terrains adjacents. Et donc, ensuite, en plus d'un certain montant, pour pouvoir décontaminer les intérieurs de ces espaces-là qui étaient vacants depuis plusieurs années. Ça nous a amené ensuite à des projets de développement interne et d'organisation communautaire autour de l'animation de ce site-là pour une ouverture finale et concrète et officielle du bâtiment 7 au printemps 2018. Donc, il y a exactement un peu plus d'un an.
Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Alex, j'ai partagé un lien vers une vidéo YouTube, finalement, qui présente un aperçu des différents acteurs qui avaient milité à ce moment-là. Alors, j'ai proposé qu'on regarde ça ensemble. Là, je vois que la vidéo est en plein milieu, fait qu'il faudrait peut-être le ramener. C'est une vidéo de peut-être 5 minutes. Ça va peut-être nous mettre en contexte sur tant les aspects visuels du site et les acteurs qui ont participé. C'est une vidéo qui a été produite par CUTV, la radio-télévision étudiante de l'Université. Le 4 octobre dernier se déroulait l'événement Chahut d'automne au bâtiment 7, qui est organisé par le Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Après 4 années de lutte pour obtenir le bâtiment gratuitement afin de le mettre au service de la communauté par ses membres, l'organisme semble prêt de toucher au but. Il ne s'agit pas de la première fois que le Centre social autogéré tente de s'approprier une usine abandonnée pour y baser ses activités. Rappelons-nous, en mai 2009, il y avait eu une éviction d'un squat organisé dans un édifice sur la rue Atwater. Et l'objectif, quand on s'est mis ensemble, c'était de récupérer un bâtiment dans le quartier de Pointe-Saint-Charles pour essayer d'empêcher la transformation d'encore un autre bâtiment abandonné du quartier en condo de luxe, puis de plutôt y installer un centre social autogéré où on pourrait mettre sur pied des projets qui fonctionneraient dans une logique opposée à celle de la gentrification du quartier. Quand on s'est mis ensemble, on pensait que ça irait relativement vite, ou du moins c'est ce qu'on espérait. Et dans ce sens-là, on a très rapidement occupé un bâtiment sur le bord du canal La Chine, qui est l'usine Serracon. Ça a duré un très très beau 24 heures, puis on s'est fait expulser par la police d'une façon relativement violente. Le Centre social autogéré était alors apparu dans les médias en 2009. On se rappellera peut-être la conférence de presse convoquée par des membres masqués au pseudonyme contenant Grand Maison. Question de, disons, d'enlever le côté vedette des porte-paroles. Donc, on était toute la famille Grand Maison et on était plusieurs, puis on avait les masques et on s'appelait Squat Grand Maison, À nous la Grand Maison, C'est ma Grand Maison. Les anciens terrains du CN, où se trouve le bâtiment 7, ont été cédés au propriétaire actuel, Vincent Chiara, directeur du groupe MAC, pour la somme de 1 $. Le collectif C'est à nous travaille depuis janvier 2009 afin d'obtenir gratuitement la propriété du bâtiment 7. Le protocole d'entente a donc été signé après de longues et difficiles négociations le 21 septembre dernier. Mais l'aventure était loin d'être terminée. Donc ça a été un peu compliqué, mais finalement, on a signé il n'y a même pas une semaine une nouvelle protocole d'entente avec Groupe MAC, avec Vincent Chiara, qui accepte de nous donner le bâtiment, la décontamination et $1 million. Mais comment un centre social autogéré peut-il être sérieusement reconnu dans un processus d'acquisition pour un bâtiment de si grande envergure? En fait, le centre social existe depuis 2007, puis on cherche un local. C'est ça, on veut un local, mais on veut pas payer, on veut avoir quelque chose de gratuit. C'est un statement politique en disant qu'il y a plein d'espaces et que le capitalisme, en fait, nous oblige à payer des espaces alors qu'on est capable d'en récupérer gratuitement. On n'a pas de charte, rien. Sauf que quand on s'est lancé sur ce bâtiment-là, on a créé une organisation qui s'appelle le collectif 7 à nous, parce que c'est le bâtiment 7, donc 7 à nous. Et cet organisme-là est enregistré. La gestion du bâtiment est 100% démocratique, horizontale, et chacun des projets à l'intérieur est aussi géré de façon horizontale, autogestionnaire et démocratique. Là, si on rentre à l'intérieur du centre social, le centre social est une organisation anti-autoritaire et horizontale, mais à l'intérieur de ça, il y a des projets, la brasserie, le café, la salle de spectacle, qui sont aussi gérés en autogestion complète, en groupe affinitaire. Cependant, la Ville a refusé de signer l'accord de développement global en juin 2011, avançant des raisons techniques et administratives. Cette signature est nécessaire à l'acquisition du bâtiment 7 par le collectif représentant le Centre social autogéré dans cette démarche.
Le 22 octobre prochain, la Ville devrait enfin se prononcer officiellement sur l'accord. Les membres du Centre social autogéré retiennent leur souffle d'ici là. J'aurais aimé pouvoir avoir accès à ma souris pour pouvoir vous montrer un petit peu de manière visuelle les différents aspects du site du bâtiment 7. Mais puisque ce n'est pas possible, je vais vous décrire de manière générale ce qu'on peut voir maintenant sur l'écran, c'est-à-dire une vue de haut de l'ensemble du site qu'on retrouve ici au coin de deux rues, c'est-à-dire donc la rue Sainte-Madeleine et puis la rue Lebert à Pointe-Saint-Charles. Donc la rue Lebert qui se dirige de manière verticale, tandis que la rue Sainte-Madeleine est horizontale en ce moment. Alors, si on utilise cette intersection comme point de repère, vous voyez que finalement la présentation du site est quand même assez ouverte. Et le bâtiment 7 dans son ensemble, la structure physique, est un long bâtiment de 90 000 pieds carrés qui est sur l'écran. En ce moment, il y a peut-être le tiers, un peu moins du tiers du 90 000 pieds carrés qui a été développé, qui est ouvert, qui est accessible au grand public et à l'intérieur duquel on retrouve différentes initiatives citoyennes que Hermine nous présentera dans quelques instants. Mais il n'en demeure que un peu plus du 2/3 de cet espace-là n'est pas encore développé. Vous allez voir que juste au sud des deux grands rectangles qui représentent l'ensemble du bâtiment, on a une de nos étudiantes de Concordia qui a fait des dessins représentant le potentiel de développement paysager qu'on pourrait rattacher au B7. Ce potentiel de développement paysager n'est pas une possibilité sûre en ce moment, puisqu'elle est présentée sur 2 lots municipaux auxquels le groupe MAC a en ce moment accès, sur lesquels il a droit d'exploitation. Donc, ça fait partie d'une des luttes et des mandats que le bâtiment 7 se donne en ce moment, c'est de voir s'il est possible d'avoir accès à ces 2 lots-là afin de pouvoir favoriser un plus grand accès au bâtiment 7 pour ne pas que le site se trouve finalement enclavé par des résidences privées qui seraient, comme on peut voir sur le site, qu'il y aurait vraiment une toute petite ruelle entre le bâtiment 7 et les bâtiments adjacents qui remplacerait finalement l'ensemble de la verdure et puis du paysagement que vous avez sur cette site. Alors, c'est une des luttes courantes en ce moment qui fait partie du véhicule du bâtiment 7. Mais il en demeure il y a quand même énormément de potentiel de développement à venir au cours des prochaines années. Là, c'est à mon tour d'intervenir, donc je me présente à nouveau s'il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Mon nom, c'est Hermine Ortega et je suis la coordonnatrice du pôle des pratiques au bâtiment 7. Le pôle des pratiques, c'est un mot compliqué pour dire l'ensemble des projets qui se retrouvent au sein de la partie actuellement occupée au bâtiment 7, qui est composée d'une quinzaine de projets différents qui ont tous pour particularité et d'avoir été développés en modèle d'autogestion et suivant des modes coopératifs ou d'OBNL. Il y a plusieurs usages qui cohabitent et plusieurs formes d'incorporation qui cohabitent dans les différents projets au pôle des pratiques. Ce pôle des pratiques, ça forme la phase 1 du bâtiment 7, celle qui est déjà ouverte depuis 1 an déjà. Alex vous parlera tout à l'heure des autres phases qui s'en viennent. Donc, ce que je peux faire peut-être pour commencer, c'est décrire les différents services de proximité qui sont ouverts au bâtiment 7. Il y a tout d'abord le détour. Le détour, c'est une épicerie autogérée par ses membres. C'est-à-dire que toute personne qui le désire peut devenir membre du détour et en échange de 3 heures d'implication par mois dans l'épicerie,
que ce soit à la caisse ou sur le plancher, ou à la préparation, à la transformation des invendus. Ce 3 heures de travail par mois donne droit à une réduction sur l'ensemble réduction tarifaire de prix sur l'ensemble des choses qui sont vendues dans l'épicerie. Et c'est une épicerie dans laquelle il y a pour l'instant bientôt 3 personnes salariées, mais pour à peu près 350 membres qui donc travaillent là en rotation. Juste à côté du détour. Et ce qui est intéressant du détour à savoir, c'est que le détour s'est ouvert dans un quartier de Pointe-Saint-Charles qui est un désert alimentaire. Il y a quelques dépanneurs, un IGA, un gros supermarché à côté du métro, mais ça veut dire à 20 minutes de marche. Et l'autre énorme supermarché, c'est le Costco, qui est à 5 minutes en voiture, mais quasiment pas praticable à pied. Donc c'est un projet très florissant qui fonctionne vraiment bien, où de nombreux habitants du quartier se retrouvent tous les jours pour faire leur épicerie quotidienne, qui vend des produits frais, de producteurs locaux, aussi bien que des produits d'épicerie assez plus que la base, assez dans un tout petit espace. Juste à côté de ça, il y a les 100 tavernes. Les 100 tavernes, c'est une coopérative de travail, gérée là encore par ses membres, qui n'est pas une coopérative ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas devenir membre des 100 tavernes, mais par contre, n'importe qui peut venir boire une bière. C'est une microbrasserie, ils font leur propre bière, ils ont un service de restauration légère, une terrasse très agréable aussi pour l'été. De l'autre côté du bâtiment 7, toujours, donc ça c'est les projets qui sont au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y a un garage automobile qui fonctionne là encore en coopérative et qui a la particularité, comme beaucoup d'autres projets au bâtiment 7, d'habiter 2 usages. Un usage qui est celui des utilisateurs réguliers qui sont présents à la journée longue, à la semaine longue, en travaillant de manière comme des travailleurs autonomes qui retirent un revenu de leur activité. Et il y a aussi des utilisateurs ponctuels. Les utilisateurs ponctuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir louer un lift pour faire eux-mêmes les réparations sur leur garage, sur leur véhicule. Et parallèlement à ça, il y a aussi une offre de formation, comme par exemple des ateliers 101 de mécanique automobile offerts par et pour les femmes. À côté de ça, il y a Cycle 7, qui est un atelier de vélo. Cycle 7, c'est à la fois une coopérative qui offre des services de réparation de vélo où les gens peuvent venir faire réparer leur vélo, et un espace animé par des bénévoles qui ouvrent des plages horaires pour le DIY, c'est-à-dire pour les gens qui voudraient venir eux-mêmes réparer leur propre vélo. Et à côté de ça, il y a aussi une offre de formation que ponctuellement les bénévoles de Cycle 7 offrent des ateliers de changer les pneus sur le vélo, nettoyage après l'hiver, etc. Après, on monte l'escalier et on arrive à la Press Start Youth Co-op, qui est une coopérative par et pour les jeunes de Pointe-Saint-Charles, en partenariat avec un organisme communautaire de Pointe-Saint-Charles qui s'appelle la Maison Saint-Colomba. C'est une coopérative donc, qui est animée par des adolescents qui ont entre 14 et jusqu'à 21 ans. Et c'est un lieu qui est ouvert après l'école de 16h à 21h tous les jours, et avec des horaires d'ouverture un peu étendus pendant la fin de semaine, et où tous les gens de 14 à 21 ans sont les bienvenus. Ils ont construit une arcade, il y a des jeux vidéo, il y a des jeux, il y a une table de football, c'est un lieu qui est relativement animé pendant la journée, la fin de la journée, la fin de semaine. Et puis, après ça, il y a l'école d'art de Pointe-Saint-Charles qui, eux, sont une OBNL
qui, depuis très longtemps à Pointe-Saint-Charles, offre des cours d'art et qui cherchait un nouvel espace au moment où le bâtiment 7 a ouvert. Et puis, ça a été un des premiers partenariats avec le bâtiment 7, qui offre à la fois des cours de modèles vivants, des cours de différentes techniques, dessin, peinture, et aussi des cours pour les plus jeunes et un camp d'été cet été. À côté d'eux, un peu plus loin, en fait, il y a la Coulée. La Coulée qui est une fonderie, une coopérative, là encore, d'anciens étudiantes de Concordia qui ont décidé de s'équiper pour pouvoir fondre le métal et qui, là encore, offre des plages horaires pour des personnes qui voudraient faire leur propre travail et qui ont aussi une offre de formation et font des coulées régulièrement à laquelle on peut assister même si on n'a jamais travaillé le métal dans sa vie. De la même manière fonctionne l'atelier de céramique, l'atelier de poterie, qui est animé par 5 personnes qui ne sont pas, comment dire, qui travaillent en association libre, qui ne sont pas une entité légale, mais qui sont tous des céramistes du quartier qui offrent des cours de céramique à des adultes et à des enfants, et puis qui sont en train de préparer une programmation solidaire à partir de septembre prochain, où il y aura des cours de céramique à prix très très réduit, gratuit, pour la population du quartier, et qui accueille aussi pendant l'été des artistes en résidence qui voudraient venir utiliser les tours et le Sidetracks. C'est un collectif de personnes qui s'identifient comme femmes ou femmes trans ou hommes trans. C'est un collectif qui fait de la sérigraphie. Ils offrent des ateliers de sérigraphie à prix libre toutes les semaines et aussi travaillent comme sérigraphe pour beaucoup de projets militants à travers Montréal. Et aussi s'implique à l'atelier d'impression numérique, qui est le prochain atelier dont j'allais parler, qui est un atelier dans lequel il y a une énorme imprimante numérique pour faire essentiellement des tirages d'art. C'est un atelier qui est géré par une OBNL qui s'appelle La Concierge dans l'escalier et qui accueille aussi en résidence ponctuellement des artistes du quartier. L'atelier de bois, en fait là on redescend au rez-de-chaussée, il est à côté de l'atelier vélo et à côté de l'atelier mécanique. C'est un atelier bois qui est entièrement équipé et dans lequel il y a plusieurs ébénistes bénévoles qui s'impliquent pour ouvrir l'atelier aux personnes qui voudraient utiliser ponctuellement. Donc il y a un système d'accréditation qui a été mis sur place pour que, une fois accrédités, les personnes du quartier puissent venir utiliser l'atelier bois eux-mêmes. On est en train de mettre sur pied aussi avec eux une offre de formation pour la rentrée prochaine, à partir du mois de septembre. Et il y a aussi des ébénistes qui sont en train de s'impliquer pour utiliser l'atelier pour leur propre pratique professionnelle. Donc là encore, on voit il y a une multiplicité des activités qui cohabitent au sein d'un même atelier. Et puis, plus récemment, il y a 5 nouveaux espaces qui se sont ouverts au bâtiment 7. Il y a Coop Tiger Lotus, qui est un espace de santé alternatif pour les femmes et personnes qui s'identifient comme femmes, avec un focus sur la santé des femmes. Donc, il y a aussi bien des massothérapeutes que des doulas, qu'une acupunctrice qui est aussi certifiée en médecine chinoise et un ostéopathe qui partagent l'espace et qui offre régulièrement au courant de l'année des journées de soins communautaires où ils offrent leurs services gratuitement pendant toute une journée, avec un focus à chaque fois sur une partie de population. Comme la dernière fois, c'était un focus sur les mamans. Et il va y avoir une autre journée bientôt qui va avoir le focus sur les personnes en situation d'itinérance.
Abjad House, c'est un organisme dont le mandat est de faire rayonner la culture arabe à travers Montréal par l'organisation de cafés à micro ouvert qui réunissent plusieurs artistes et qui se sont installés, qui ont choisi le bâtiment 7 comme la base pour faire rayonner leurs activités. Le SAS, c'est un collectif nouvellement formé qui a dans lequel il y a des marionnettistes qui travaillent. Ils utilisent l'espace comme un studio. Il y a aussi une femme qui travaille le textile. Et c'est plusieurs artistes donc, qui ne se connaissaient pas avant de partager l'espace qui commencent à collaborer ensemble. On voit le potentiel, en fait, vraiment de creuset, de création très fort qu'il peut y avoir au bâtiment 7. Cabane 77, c'est un organisme qui a un projet très cousin de celui du bâtiment 7, qui a été formé autour de la revendication pour un hangar abandonné dans le Mylène, qui est un autre quartier de Montréal. Et le bâtiment qu'ils revendiquaient, ayant passé au feu l'été dernier, ils étaient à la recherche d'un autre endroit à partir duquel mener leurs activités. Et ils ont dans leur espace un risographe aussi qui est mis à la disposition de la communauté. Un risographe qui est une machine qui a la croisée du photocopieur et de la sérigraphie, donc qui permet d'imprimer des tracts, des affiches, des programmes au besoin. Et enfin, la Chambre Noire, qui était un projet qui était présent dès le départ au moment de la formation du pôle des pratiques, mais qui n'a trouvé ses occupants qu'en janvier et qui est très actif depuis avec, je pense, déjà une trentaine de membres qui se partagent l'utilisation d'une chambre noire. Ah, je vois qu'il y a une question. Ce n'est pas clair ce que fait Cabane 77. Je vais répondre à ça. Cabane 77, c'est un organisme, c'est drôle que la question porte là-dessus parce qu'en fait, je participe, je suis une membre fondatrice de l'organisme. C'est un collectif qui s'est formé autour de la réappropriation par la communauté d'un hangar abandonné dans le Myland qui appartient à la ville de Montréal. Et donc, c'est un collectif qui, depuis 4 ans, en fait, essaye de faire la même chose que le bâtiment 7 a fait sur une période de 10 ans, c'est-à-dire d'obtenir des pouvoirs publics que la communauté du quartier puisse utiliser des espaces vacants. Alors, comme Hermine mentionnait, et ce que Hermine a décrit, les différents services de proximité et les initiatives que Hermine a décrites sont ancrées dans la première phase de développement du bâtiment 7. Mais comme on l'a présenté tantôt, il y a un peu plus du 2/3 du bâtiment et des lieux auxquels le bâtiment 7 a accès qui sont en ce moment vacants ou en train d'être développés. Et donc, ça nous amène vers finalement 2 autres phases de développement qui sont envisagées, pas nécessairement de manière chronologique, mais plus de manière parallèle. Donc, c'est vraiment sujet là, au financement pour pouvoir rénover les espaces, sujet à la capacité d'implication d'acteurs pour pouvoir soutenir ces activités-là. Donc, les 2 autres phases, pour vous présenter ça de manière quand même rapidement. De un, ce serait une phase reliée au service à la famille et à la petite enfance. Donc, l'idée d'avoir une maison de naissance à Pointe-Saint-Charles, qui était un projet qui a été proposé, revendiqué par plusieurs acteurs de l'action communautaire du quartier. Un CPE, donc un centre de petite enfance. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec le contexte québécois. C'est un terme qui est utilisé pour décrire une garderie publique subventionnée. Et ensuite, une autre phase portée vers la sécurité alimentaire. Donc, tant une capacité de pouvoir entretenir des projets d'agriculture urbaine sur un site adjacent auquel le bâtiment 7 a accès et d'avoir des projets d'éducation en sécurité alimentaire, de cuisine collective, de nutrition sur des espaces dédiés, mais aussi sur l'ensemble du site. Alors ça, ce sont des projets qui sont à venir. Je vais vous parler rapidement du modèle de gouvernance du bâtiment 7 avant qu'on passe finalement à la collaboration entre Concordia et le bâtiment 7. Donc, comme Hermine l'a mentionné,
qu'on retrouve, l'ensemble des projets que Hermine a décrits se retrouvent dans le cercle général qui s'appelle le pôle des pratiques. Comme vous pouvez voir sur le modèle-là, le bâtiment 7 est un projet de gestion collective, donc de gestion horizontale, où il y a différents cercles décisionnels qui sont ancrés à l'intérieur de plus grands cercles d'instances collectives. Donc, avec finalement cette responsabilité de pouvoir gérer ses propres choses, ses propres décisions, mais aussi de consulter avec les autres parties prenantes à l'intérieur de l'écosystème du bâtiment 7, mais qui aurait par exemple un input ou une opinion à élaborer sur une décision qui doit être prise. Donc, si par exemple, on retrouve un cercle à l'intérieur du grand cercle mission et démocratie, mais qui se penche sur des questions de diversité et accessibilité, ce serait peut-être un cercle qui serait consulté dans le cadre du développement d'une nouvelle offre qu'on pourrait retrouver, par exemple, à l'intérieur du pôle des pratiques. On a un grand cercle développement et viabilité où on retrouve différents sous-cercles relatifs à la vision future du bâtiment 7. Donc, il y aura encore une fois cette nécessité de consulter avec les autres instances décisionnelles lorsqu'il y a des projets de développement, par exemple, qui sont envisagés. Et ce qui entoure finalement cette structure d'autogestion, c'est le forum des membres, c'est le cercle général, donc vraiment des instances collectives qui se réunissent sur une base régulière pour pouvoir faire un point commun sur le positionnement public et la nature de l'écosystème. C'est certain que l'utilisation de ce modèle de gouvernance est une décision revendicatrice qui remet en question la prédominance de modèles hiérarchiques et vraiment à l'intérieur d'une pratique qui revendique pour une action communautaire qui se veut vraiment collective. Donc, un peu comme à l'opposition de modèles, par exemple, d'innovation sociale, de modèles d'entrepreneuriat ou même de modèles d'offres de services en OBNL, qui ont tendance à présenter des structures qui sont un peu plus formelles, axées vers des professionnels d'offres de services ou des fondateurs, mais qui émergent d'une volonté volonté entrepreneuriale, par exemple. Alors, le modèle de gouvernance fait partie prenante du mandat collectif du bâtiment. Donc, nous, avec l'Université Concordia, on a eu avec notre bureau d'engagement communautaire, on s'est penché depuis quand même quelques années sur la manière dont l'université peut se responsabiliser par rapport à l'engagement communautaire avec les quartiers, les acteurs de l'action citoyenne, les mouvements citoyens qui l'entourent. Et ça nous a amené finalement à considérer d'autres modèles inspirants, mais surtout qui utilisent des approches d'engagement communautaire qui sont décentralisées, donc qui se retrouvent à l'extérieur des campus, souvent du centre-ville, très bien ressourcés, mais aussi avec une certaine inaccessibilité. Et pour nous, ça nous a vraiment, il y a 3 modèles en particulier vers lesquels on s'est vraiment dirigé à plusieurs reprises. Donc, un, c'est le modèle du City Studio qu'on retrouve à Vancouver, autour duquel gravitent plusieurs universités et collèges de Vancouver, collaborent ensemble à l'intérieur d'un site neutre qui n'appartient pas à une université ou une institution particulière, mais qui a finalement cette responsabilité de pouvoir bâtir et d'entretenir des liens entre des chercheurs, des professeurs, des étudiants en design, des besoins en design urbain qui émergent de différents contextes communautaires, différents quartiers de Vancouver, et puis une infrastructure municipale qui a la capacité ensuite de reprendre des projets de design et puis de les extrapoler dans d'autres contextes. Alors, c'est un modèle qui nous a quand même beaucoup intéressé. Un autre modèle qui émerge de Vancouver, c'est le Goldcorp Center for the Arts du Vancity Office of Community Engagement de l'Université Simon Fraser, qui a récemment
établi un bureau d'engagement communautaire, mais juste en marge du Vancouver Eastside, donc un des quartiers les plus pauvres au Canada, et où est-ce que finalement l'établissement de ce site-là, un site avec un mandat de rayonnement artistique et culturel, est utilisé vraiment de manière stratégique pour pouvoir promouvoir la création de liens entre des acteurs d'engagement communautaire et puis de création culturelle du Vancouver Eastside et puis l'Université Simon Fraser. Donc, c'est une approche où il y a un site qui est disponible, qui est ouvert et qui est accessible pour différents acteurs du Vancouver Eastside qui peuvent y venir et offrir eux-mêmes leur programmation à l'intérieur d'un site haut de gamme. Donc, c'est une structure qui diffère un peu du modèle suivant de outreach qu'on retrouve beaucoup dans le contexte universitaire, où est-ce qu'on présume pouvoir offrir nos expertises, nos programmes à des populations qui ont quand même une certaine expérience de la pauvreté. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'université qui a libéré un site fixe, un site qui était quand même avec un vécu très difficile dans le Vancouver Eastside, puisque c'est une ancienne station de police, et qui permet finalement à différents acteurs d'y avoir accès pour leur propre programmation. Et puis finalement, le troisième modèle qui nous a beaucoup inspiré, c'est le modèle qu'on retrouve sur la photo de Station 20 West de l'Université de Saskatoon, dans l'intérieur duquel l'Université de Saskatoon s'est investie pour pouvoir avoir une présence un peu similaire à ce qu'on retrouve au bâtiment 7 par le biais de notre bureau. Donc, c'est-à-dire une présence sur site qui permet la création de projets, mais qui émerge vraiment là, d'un vécu réel et contextuel plutôt que de suppositions, mais qui émerge d'une bonne volonté, mais sans nécessairement avoir cet aspect relationnel. Alors, basé sur ces trois modèles-là, finalement, on a commencé à entretenir des conversations avec le bâtiment 7. So, Alex, next slide, please. Et puis, pour nous, ça nous a amené à inviter le bâtiment 7 à venir participer à une conférence qui s'appelait le Next City Vanguard, qui s'est tenue à Concordia en juin 2017. Une conférence qui se promène un peu à travers le monde, et principalement l'Amérique du Nord, et où, finalement, des professionnels en design urbain arrivent dans une ville et puis travaillent avec des instances locales pour trouver des solutions à des besoins qui sont exprimés. Et donc, au courant de quelques jours, il y avait une cohorte d'experts en design qui sont venus au bâtiment 7 et qui ont travaillé avec les organisateurs communautaires du projet pour proposer une solution à cet enclavement qui était anticipé au bâtiment 7. C'était le projet qui a remporté finalement le premier prix financier qui a été attribué lors de la conférence. Et pour nous, finalement, ça nous a quand même ouvert à cette possibilité de créer des liens entre une instance locale, autonome de Pointe-Saint-Charles, et puis cette capacité de pouvoir y arrimer des experts en design, des chercheurs, des étudiants. Donc, suite au Next City Vanguard, on a commencé quand même à tenir des conversations régulières avec le bâtiment 7 pour apprendre à se connaître puis développer un peu ces affinités qui sont nécessaires lorsqu'on tombe dans le relationnel. Et puis, pendant une certaine période, on nous a dit, ben là, non, on n'est pas prêt là, à poursuivre les échanges avec Concordia. Il faut attendre. Alors, ça a quand même pris un certain temps. Mais en bout de ligne, il y a eu une confirmation d'intérêt à ce qu'on occupe une présence fixe au bâtiment 7. Et nous, de notre bord, ça nous a amené à pouvoir confirmer 3 partenaires internes à l'université qui financent la présence de Concordia sur site. Donc, c'était le bureau des Alumni Relations, le bureau de la recherche, the Office of Research, et puis le Centre sur l'innovation sociale de l'Université Concordia qui s'appelle SHIFT. Donc, ce sont 3 partenaires financiers. Chaque partenaire investit un certain montant qui contribue finalement à la création d'un montant global qui est attribué au bâtiment 7 pour couvrir finalement notre présence sur site. En plus de ça, il y a un autre montant qui est attribué sur une base annuelle pour pouvoir appuyer l'émergence de projets émergents du bâtiment 7. L'autre aspect du partenariat, finalement, c'est ma présence sur site. En tant qu'effectif du bureau d'engagement communautaire, je travaille au bâtiment 7 2 à 3 jours par semaine, dépendamment des
de mes autres tâches et de mes autres mandats qui touchent à d'autres quartiers sur l'île de Montréal. Et en plus de ça, bien, on a finalement la contribution de Concordia, mais par le biais de nos programmes, de nos chercheurs, de nos étudiants, de nos ressources, mais qui émergent finalement des différentes collaborations avec le bâtiment 7. Donc, nous, ça va faire maintenant là, près d'un an qu'on est sur site. On a commencé à être sur site en juin 2018. Et puis, vous voyez que la signature de l'entente ne s'est fait qu'en septembre, c'est-à-dire qu'on a finalement co-créé l'entente de présence sur site ensemble pendant que j'étais carrément sur site à avoir des rencontres sur une base hebdomadaire avec les organisateurs communautaires. Pouvoir vraiment créer une entente, mais qui soit à l'image de nos intentions. So, next slide. Donc, je vais juste voir où est-ce qu'on est. Il nous reste très peu de temps, donc je pense qu'on va laisser faire pour ce vidéo aussi. Et puis, je vais peut-être vous présenter rapidement l'ensemble des programmes qui ont issu de notre collaboration. Puis, je vais peut-être vous inviter à regarder ce vidéo YouTube quand vous aurez un instant. C'est un petit vidéo quand même assez sommaire. Fait que, donc, finalement, il y a vraiment toutes sortes de projets qui ont émergé de la présence sur site de l'Université Concordia. À la base, c'est certain que notre mandat, on ne le voit pas comme étant un mandat dirigé vers l'université, donc de promouvoir l'engagement de nos étudiants, de nos chercheurs. Donc, c'est pour ça que là, ici, l'énoncé dit de promouvoir et aussi modérer l'engagement. Ça, c'est vraiment en reconnaissance que parfois, bien, comme institutions qui ne sont pas toujours connectées avec les contextes qu'on veut affecter, on a toujours parfois de très bonnes volontés, mais parfois de certaines lacunes par rapport à un vécu réel et concret qui pourrait peut-être amener à d'autres propositions d'intervention. Donc, c'est pour ça qu'à la base, on veut promouvoir l'engagement de nos étudiants, de nos chercheurs et de programmes, mais en réponse directe à des besoins exprimés par l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est un peu la manière dont on perçoit notre mandat. Alors, finalement, ce qu'on a fait à date, bien, il y a certainement les contributions financières à la mission globale que j'ai déjà décrites. L'entente qu'on a avec le bâtiment 7, c'est une entente de 3 ans, donc sujette à être renouvelée sur une base annuelle selon les intérêts des deux parties. Sinon, il y a quand même un financement occasionnel qu'on a attribué à différents programmes et activités. On a promu l'allocation d'espace au bâtiment 7 à des gens dans le contexte de Concordia. Sur une base récurrente, on aide à la promotion du bâtiment 7, des membres, des organismes qui s'y retrouvent, donc par rapport à du recrutement de personnel, trouver de nouveaux groupes membres pour pouvoir intégrer le projet, tenir tant des projets de recherche et d'évaluation et de design sur site. C'est quelque chose qu'on a fait à quelques reprises. L'implication d'étudiants sur site, bon, par exemple, dans le cadre d'un projet de Spring Break alternatif où différents étudiants sont venus faire une corvée. Le recrutement de nouveaux groupes locatifs pour venir s'impliquer. Et puis, donner un coup de main avec la relation avec les partenaires. Donc, que ce soit des fondations privées, des développeurs, etc., qui nous permet finalement de pouvoir s'insérer dans un discours, mais en offrant finalement un modèle d'implication institutionnelle par le biais d'une université comme Concordia. Alors, c'est quand même assez vaste comme potentiel d'implication. En termes de travail, moi, en tant qu'effectif de Concordia, je travaille quand même assez régulièrement avec plusieurs différents membres de l'équipe du bâtiment 7. Je travaille quand même assez étroitement avec Hermine. Donc, on essaie de se tenir une rencontre hebdomadaire pour faire le point sur les différents dossiers qui sont en ligne. J'utilise Trello pour garder un œil sur les différents projets que je mène. Et puis, au besoin, mais je consulte avec d'autres membres de l'équipe centralisée du bâtiment 7 ou des représentants d'autres différentes instances décisionnelles. Fait que là, je suis allé sortir quelques activités émergentes de la présence sur site que je vais vous décrire vraiment rapidement. Ce sont quelques petits exemples qui ne sont pas démonstratifs de l'ensemble. Donc, si jamais il y a d'autres intérêts de voir qu'est-ce qu'on a fait d'autre, vous voulez poursuivre les réflexions, n'hésitez pas de me contacter. Une des premières activités, en fait, c'était de pouvoir favoriser l'acquisition d'équipements au bâtiment 7, de matériel qu'on retrouvait à l'intérieur d'un des sites à l'université où on retrouve des équipements et puis des meubles qui ne sont plus utilisés.
Alors, on a entrepris un processus pour pouvoir ouvrir l'accès de ces espaces-là au bâtiment 7, qui sont venus visiter, faire une étude de besoin, pour pouvoir ensuite acquérir des dons qui ont été utilisés de casiers, de tables, de chaises, de pull screens qui sont utilisés, mais dans le cadre de la programmation. Dans le cadre de notre bureau d'engagement communautaire, on organise une conversation publique qui s'appelle l'Université Autrement dans les cafés. Donc, cette année, on a tenu plusieurs conversations au bâtiment 7, touchant à des enjeux comme, par exemple, la gentrification, l'inclusion des espaces communautaires, l'importance de la diversification, le rôle des arts à l'intérieur d'un narratif de transformation de quartier. À chaque fois, ça nous permet de faire venir des gens qui ne connaissaient pas le bâtiment 7, mais qui ont quand même des discussions qui seraient susceptibles de les amener à s'impliquer. Un autre projet, le projet à droite, c'est une charrette de design sur l'ensemble du bâtiment 7 qu'on a mené l'automne dernier pour finalement venir susciter l'input d'étudiants par rapport à l'animation extérieure de l'ensemble du bâtiment 7 et la production de visuels qui pourraient être pertinentes dans l'action qui entoure. Appuyer de manière, offrir un appui occasionnel à des initiatives qui émergent. Donc, à gauche, on a offert un appui financier à 3 participants de la coop Press Start que Hermine a décrit pour encourager leur participation à une conférence sur la réconciliation avec les peuples autochtones qui s'est déroulée à Saskatoon. On a appuyé la participation d'étudiants de Concordia à une corvée de nettoyage dans le cadre d'un programme de Spring Break alternatif qui s'appelle Campus. Donc, les étudiants sont venus, ont participé à une grosse corvée et se sont impliqués sur différents projets de main-d'œuvre au cours d'une semaine. Et récemment, on a une étudiante de design qui a travaillé sur la co-création d'un genre de petit mini-pot, mini-golf sur un des lots adjacents dont l'utilisation est contestée, mais auquel le groupe MAC a droit d'exploitation. Sinon, d'autres projets qui sont en émergence, c'est un projet avec la Faculté des Beaux-Arts de Concordia, où est-ce qu'on est en train de regarder pour la création d'un fonds qui favoriserait l'implication de gradués au programme des arts, mais à travers un programme en engagement communautaire artistique. On travaille en ce moment sur un autre projet qui favoriserait la création d'un fonds pour financer des activités mais en durabilité, durabilité sociale et environnementale, menées par des étudiants, mais en collaboration avec les acteurs du contexte. Alors, c'est quand même assez vaste comme série d'initiatives. Il y a des initiatives qui sont créditées, des initiatives non créditées, des initiatives financées par les fonds de recherche, des initiatives spontanées, émergeant vraiment d'une volonté. Et ça nous a vraiment quand même ouvert à l'ensemble de ce qui est possible, à l'intérieur d'un contexte aussi ressourcé que l'université. Next slide. Je pense que ça va être pas mal être ça. Alors, je crois qu'on a peut-être 5 minutes. Si jamais il y a des questions, on a indiqué nos courriels au bas de la page. Fait que je vous inviterai à nous contacter si jamais on n'est pas capable de répondre à vos questions tout de suite. Mais certainement, il y a cette ouverture-là à parler soit du modèle qu'on a développé. C'est un modèle qu'on aimerait voir être repris par l'ensemble, par les autres universités et collèges. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, des réponses? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudriez qu'on y aille? Bon, ben alors, je pense qu'on va arrêter ça là, à ce moment-là. Donc, peut-être pour terminer, je vais peut-être juste dire que personnellement, j'apprécie beaucoup le travail que je fais ici sur site. Ça me permet de voir vraiment de pouvoir constater de l'ampleur des ressources auxquelles on a accès dans un contexte universitaire. Et puis, vraiment de pouvoir voir que d'autres modèles d'engagement communautaire sont possibles et envisageables. C'est vraiment ce qui m'a intéressé à faire ce webinaire-là pour ouvrir le potentiel d'engagement, mais à d'autres représentants universitaires. Je serais curieux peut-être de savoir d'où les participants viennent. Merci à tous. Merci à toutes.